Ben, je vous remercie à mon tour et j'ai encore l'immense plaisir d'être parmi vous pour la énième fois et encore la prochaine fois. Ça, c'est vraiment un honneur pour moi. Alors, c'est un thème qui nous intéresse tous, à la fois spécialiste et généraliste. C'est une maladie qui est à la limite de la normale. C'est une situation féticide où la femme, par contre, ne se rend même pas compte qu'elle a un problème sous-jacent. L'incompatibilité maternelle, ce qui nous intéresse, comment on va la suivre. Mais dans cette séance-là, ce qui nous intéresse, comment on peut la prévenir. Parce que c'est une maladie qui est tout à fait évitable. Alors, avant de commencer le thème lui-même, je vous propose un cas que j'ai vécu. C'est une femme âgée de 31 ans. Elle est résus négatif. Le mari est résus positif. Elle a fait sa première grossesse en 2012. Elle a accouché à domicile. C'est une situation très fréquente. Accouchement voix basse, dans des circonstances qui sont imprécises, qui a donné un enfant normal à 3500 grammes, vivant. En 2015, elle a fait une deuxième grossesse. Elle a fait un saignement au 4e mois de la grossesse qui a terminé par un avortement tardif. Et en 2017, elle a fait une 3e grossesse. À 9 semaines d'aménorrhée, elle a fait un saignement avec des contractions modérées. Alors, quelle est votre conduite à tenir? Cette femme, elle vous vient en 2017 pour cette 3e grossesse. Il faut prévenir. Oui. La parole est à la salle pour répondre. Donc, il faut rechercher les incompatibilités. Oui, effectivement, parce que c'est une femme qui est négative et l'on a les résultats positifs. Le premier réflexe, il faut chercher l'incompatibilité. Comment vous allez la chercher? Il y a un avortement préalable déjà en 2015. Donc, il a fait dans ses antécédents, il y a une grossesse qui a donné un enfant normal, et une grossesse qui a terminé par un avortement tardif, et la 3e grossesse, elle vient chez vous. D'accord? Vous demandez, mais avant, n'oubliez pas, Madame Khabesh, il faut s'assurer que cette femme n'ait encore une grossesse évolutive avant de faire quoi que ce soit, parce qu'il faut préserver à la fois la femme et son produit de conception. Donc, et c'est avec une grossesse avec activité cardiaque positive intra-utérine de 14-15 semaines. Et après, vous demandez, bien sûr, des habitudes irrégulières. On trouve un taux 1 sur 16. Ça veut dire quoi? La femme est immunisée. Donc, c'est un problème. C'est une femme qui mène une grossesse dangereuse essentiellement pour son bébé. Voilà. Alors, je donne quelques détails sur la théorie, sur la situation. Alors, c'est une induction d'une réponse, l'immunisation, c'est une induction d'une réponse immunitaire chez la mère par la présence d'un antigène. Ce sont des antigènes érythrocytaires du fœtus qui passent dans la circulation maternelle. Et bien, c'est ça l'incompatibilité fœto-maternelle. Vous savez qu'au niveau des globules rouges, les globules rouges, à leur surface, voilà, c'est agrandi au microscope électronique. Il y a des glycoprotéines, il y a des protéines qui forment les antigènes. Ces antigènes, ils se trouvent sur les globules rouges fétales, qui constituent la source du problème. Alors, ces antigènes peuvent être captés par des anticorps maternels. Ça peut aboutir soit à une agglutination, soit à une hémolyse. Et dans les deux situations, c'est une anémie fœtale très sévère qui aura des conséquences très graves. Alors, comment ça se passe? Vous avez le compartiment maternel, vous avez le compartiment fœtal, et il y a une petite hémorragie au niveau placentaire. On ne sait pas exactement est-ce que c'est d'origine fœtale ou maternelle, c'est du sang mêlé.
à la fois maternelle et fœtale, il y a production, il y a reconnaissance lorsque ces globules rouges passent du fœtus vers la mère, production d'anticorps, en grande quantité, pour attaquer d'abord ces globules rouges, cet antigène qui est étranger, et une grande partie va migrer vers le compartiment, vers le fœtus. Et là, il y a un problème d'hémolyse, d'anémie, dans la salle, et tout ce que vous voulez. Et c'est ça la complication principale. Alors, vous dites que cette femme, elle a fait une grossesse première sans anomalie, et sûrement il y avait du sang qui est passé. Ben, au cours de la première grossesse, il y a la première reconnaissance et la production d'hygiène, à la fois pour le résus au début et toujours pour le système ABO. Les IgM ne traversent pas le placenta, ils sont lourds, ils ne traversent pas le placenta. Et au cours d'une deuxième grossesse, il y a des IgG qui persistent à vie, ils traversent le placenta et c'est là où il y a risque pour le fœtus. Alors, quand il y a un complexe humain formé, soit in utero, ça donne l'insac photoplacentaire, soit à l'extérieur, c'est un ictère sévère, c'est un ictère nucléaire qui est létal pour le fœtus. Dans la population générale, lorsqu'on a une mère rhésus négatif et le père rhésus positif, on peut avoir deux situations. Soit c'est un homozygote positif, soit c'est un hétérozygote positif. La mère est toujours homozygote. Ici, on a 100% d'enfants qui vont être rhésus positifs. Ici, on a 50% qui vont être négatifs et 50% positifs. Ce qui explique qu'on a 70 à 75% des femmes rhésus négatives qui vont donner des enfants rhésus positifs. Et ce n'est pas négligeable. Donc, en général, en l'absence de mesures de prévention, il y a 1,6 à 2,2% d'immunisation en période anténatale, avant même la naissance, et au moment de l'accouchement, il y a entre 8 à 17% des femmes qui seraient immunisées, soit un risque de 12 à 18%. Donc, si vous avez une femme rhésus négatif, pas le père rhésus positif, il faut s'attendre à 1 fois sur 5 presque de femmes immunisées. Donc le nombre augmente avec le rang de grossesse. Plus la grossesse avance, plus le risque est très important, qui peut atteindre jusqu'à 30%. Alors si on voit ce qui se passe dans la population marocaine, par exemple, si on a 37 millions d'habitants, eh bien, les femmes en âge de procréer, ça représente entre 8 à 9 millions. Et si on voit le risque, on peut aboutir jusqu'à 6 500 à 15 000 femmes immunisées à partir de cette population de femmes en âge de procréer. Donc, ce n'est pas négligeable, c'est une pathologie qui circule et qui passe à bas bruit. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dépister. Et quand? Chez la femme rhésus négatif, il faut faire les RAI au deuxième mois, pardon, au 6e mois, au 8e mois et au 9e mois. Quand la femme est rhésus positive, on ne fait les RAI que lorsqu'elle a fait des transfusions. S'il n'a pas reçu de transfusion, ce n'est pas la peine. Je parle de femmes rhésus positives parce qu'il y a des immunisations dans les autres groupes. Alors, vous avez maintenant cette femme qui est rhésus négatif et vous avez les RAI. Les RAI, ils sont positifs. C'est le cas de notre observation. Ben, très bien, c'est une femme qui a un risque. Il faut identifier ce risque. L'enfant, il court vraiment le risque. Alors, que faut-il faire? On fait le titrage des RAI. Après, qu'est-ce qu'on fait d'après vous? C'est le test de course indirect, c'est le vrai. Oui, il est positif. Maintenant, on est dans cette situation-là. Les RAI sont positifs. La femme, elle est rhésus négative. On fait le vaccin. On donne le vaccin. Les entités. Oui, avant 62 heures de la première grossesse. La femme, elle est immunisée. À quoi ça va servir le vaccin? 62 heures après. La femme, elle est déjà immunisée. On cherche des anticorps. Donc 62 heures, on fait la vaccination. Combien, c'est-à-dire le taux? Ils sont là, ils sont positifs.
la femme, elle est résiste négative, il y a des RAI positifs, donc elle est immunisée, et elle a des anticorps contre le système Rhésus. On fait la moitié. On a fait le titrage des anticorps, ils sont positifs. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? Une vaccination les 72 heures après l'accouchement. On diminue la dose. Ça sert strictement à rien, il a développé ces IgM. On peut lui faire confiance. On lui fait confiance, faites-moi confiance plutôt. Je vous ai parlé tout à l'heure du problème de la trisomie 21. On peut le dépister par le TPI, c'est-à-dire la recherche des fragments d'ADN dans la circulation maternelle. Et bien la même chose, on est en 2024, on n'est pas en 1970. On fait la recherche, c'est-à-dire on peut déterminer le résus du fœtus à partir du sang maternel. Ça s'appelle le génotypage fœtal résus dans le sang maternel. Ça se fait à partir de 11 semaines. On fait un prélèvement dans le sang maternel. Ça se fait ici au Maroc. Ça se fait depuis 2002. La première thèse qui a été faite, d'ailleurs que j'ai fait avec feu Madame Chimsi, on a commencé le dépistage, le génotypage fœtal, résus à partir de 2002. Et depuis cette date, ça se fait au Maroc, au centre de transfusion. Maintenant, il est généralisé dans les grands laboratoires. Alors, on prend du sang maternel, on cherche le résus dans le sang maternel. Ce n'est pas la synthèse, ce n'est pas la banque anticorps, on ne sait rien. Et si on fait le génotypage, on a deux réponses. Ça peut être fœtus résus négatif. Que faut-il faire? Pas de problème. Femme résus négatif, elle a des anticorps contre le résus. L'enfant est les résus négatifs, pas d'antigène, tout est normal. Et rappelez-vous du principe en médecine, quand tout est normal, il est urgent de ne rien faire. Surveillez votre grossesse, tout simplement. Alors, refaire le génotypage dans 15 jours pour s'assurer, parce qu'il faut une confirmation pour éviter les faux négatifs. Il a une sensibilité qui est proche de 90-95%. Pour éviter ce risque, refaire le génotypage 15 jours plus tard. S'il est résus négatif, c'est à ce moment-là qu'il est urgent de ne rien faire. D'accord? Oui. Deuxième situation, l'enfant il est résus positif. Alors là, on est dans une situation pathologique. L'enfant, il court le risque de l'anonymisation et toutes les conséquences qui en suivent. Et c'est à ce moment-là qu'on fait le dosage pondéral. Pourquoi on fait le dosage pondéral? Pour comparer le taux des premières RAI qui ont été faites, peut-être au premier trimestre, peut-être avant même avant même qu'elle tombe enceinte, et les comparer maintenant, on est à 10 semaines, 15 semaines, 18 semaines, ça dépend. Si le taux augmente, ça veut dire que la femme, elle est en train de s'attaquer à son fœtus. Et là, lorsque le dosage pondéral est inférieur à 4, il faut faire le titrage toutes les 2 à 4 semaines. Ça veut dire une courbe croissante. Si le dosage pondéral n'est pas très important, moins de 4, ça veut dire qu'il est stable, il faut juste surveiller, oui. S'il vous plaît, c'est quoi le dosage pondéral? Donc des anticorps. Le dosage pondéral. Est-ce qu'on va demander, on va faire voilà. Alors, quand vous demandez les RAI, oui, quand vous demandez les RAI, vous demandez les RAI qualitatifs, positifs ou négatifs. Quand vous demandez les RAI, dosage pondéral, là, il va vous donner le taux 1 sur 16, 1 sur 18, etc. Ça va vous donner une courbe croissante, ça veut dire qu'il est en train de produire des anticorps. Oui, ça augmente. Et lorsque ça, vous le demandez RAI avec dosage quantitatif, et lorsqu'il vient, vous demandez dosage pondéral, et ça va vous donner un taux exactement comme 8 microgrammes par millilitre. Ça, c'est pour vous dire que la courbe est croissante, ça veut dire que la femme est en train de s'attaquer à son fœtus. Alors, quand on a des RAI positifs, le titrage va dire 1 huitième, 1 16e, etc. Ça veut dire qu'il y a une grande concentration d'anticorps, ça veut dire que la femme est en train de s'attaquer à son fœtus. Et c'est là, parfois, chez les spécialistes, on demande le type qui a provoqué l'incompatibilité. C'est pas la peine de le demander. Femme immunisée, c'est de la main au spécialiste. C'est le devoir de médecin envers sa patiente. J'insiste pas là-dessus. Par contre, ce que vous pouvez faire,
identifier le risque en faisant rien que l'échographie. Et l'échographie, il y a une stadification. Quand il y a absence de signe, l'enfant ne souffre pas pour l'instant. Quand il y a un début d'anasarque, on peut avoir un épanchement péricardique, une hépatomégalie, une acidité limitante, des œdèmes, parfois un hydramnios ou le placenta qui augmente de volume. Ça, c'est le début, mais enfin, le stade 2, on peut avoir une anasarque lésionnelle qui est très importante, comme ces images-là, une acide qui est très importante. On peut avoir une hépatomégalie énorme, une splénomégalie, lorsqu'on fait la morphologie fœtale. Le plus important, maintenant, et c'est un examen qui remplace ce qu'on appelle le diagramme de Billy ou la ponction liquide-amnétique, on ne le fait plus maintenant, c'est le Doppler fœtal obstétrical. C'est l'artère cérébrale moyenne, et cette artère va nous montrer des pics systoliques très pointus, très importants. C'est en faveur de l'anémie fœtale. Madame Krabach nous a dit tout à l'heure qu'il y a un signe qui est très important, pathognomonique, qui est le rythme sinusoïdal. C'est également un signe qui va nous montrer que le fœtus est en train de souffrir d'une anémie très sévère à cause de l'hémolyse de ces globules rouges. Je passe le diagramme de Billy, c'est juste pour vous dire, parce qu'il se peut que ça se pose une question après la présentation. On ne le fait plus, ça ne sert à rien. Depuis qu'on a commencé à faire l'échographie, le Doppler, ça suffit largement. Ce n'est pas la peine de demander le diagramme de Lilly pour dire est-ce qu'il y a l'hémolyse ou non. Alors, les possibilités thérapeutiques, c'est juste pour savoir ce qui se passe. On peut provoquer un accouchement prématuré pour prendre en charge le fœtus. On peut faire un échange plasmatique, ça c'est encore spécialisé. On peut faire l'exsanguinotransfusion in utero et ex utero. C'est juste à titre d'information. Maintenant, on va passer à une autre situation. Voilà, c'est un enfant qui est en anasarque, c'est une mort fœtale in utero, très importante. On va passer à une autre situation. Un deuxième cas clinique, qui est réel également. Et là, c'est une femme de 28 ans, qui est RAE positif, résiste négatif. Le mari résiste positif. Il a fait sa première grossesse en 2019. Et il a fait une injection de 300 microgrammes d'immunoglobuline pour se faire protéger. Donc, il était bien suivi. 10 jours plus tard, il a fait une grosse. Il a fait des métroragies. Quelques semaines plus tard, l'échographie a montré une grossesse de 9 semaines. On lui a injecté parce que c'est une situation à risque. 10 jours plus tard, cette femme, elle a fini par avorter. 10 jours plus tard, après, il a fini par avorter. On lui a injecté une deuxième injection parce que la règle me dit qu'une femme saine au cours de la grossesse ou une femme qui avorte et qui est résiste négative, il faut injecter les entités. Et bien, c'était fait. Il était correctement pris en charge. 15 jours plus tard, on a fait le dosage des RAI, on les a trouvés positifs, alors que c'était sa première grossesse. Qu'est-ce qui se passe, d'après vous? Elle a été immunisée. Transfusée. Cette femme n'a pas été transfusée. Il n'y a pas de première grossesse, c'est la première grossesse. Il n'y a pas d'avortement, il n'y a pas de grossesse, il n'y a rien. C'est sa première grossesse. Il a saigné, on lui a injecté les entités. Il a avorté 10 jours plus tard, ça n'a pas marché, il a avorté 10 jours plus tard. On a fait une deuxième injection d'entités. Et 2 semaines, on a contrôlé pour voir est-ce qu'on a été efficace. Le RAE était positif. La compatibilité dans la BO. Est-ce qu'il y a incompatibilité ou non? Dans la BO. Ah oui. ABO. Il y a un compagnie. Non, ce n'était pas ABO, on est toujours dans le résus. Alors, ça c'est une erreur qui arrive souvent. Entre la première et la deuxième injection, c'est très court. Entre la deuxième injection et 15 jours. le contrôle, c'est très court. N'oubliez pas la demi-vie des immunoglobulines. Ce RAE positif qu'on a trouvé, c'est parce qu'on a injecté des anticorps. Donc, les immunoglobulines, c'est des anticorps.
Et quand on fait le RAI, on dépiste les anticorps. Donc ces anticorps qu'on a trouvés ici, c'était artificiel. Il fallait attendre encore 1 mois et faire le dosage. Et ce qu'on a fait, quand on a fait le dosage après, les RAI deviennent négatifs. C'est la même patiente. Quand on a contrôlé les RAI plus tard, au cours de cette grossesse en 2020, parce que rappelez-vous, celle-là était en 2019, la deuxième grossesse, lorsqu'elle est tombée enceinte, on a appris qu'il était résiste négatif, on a fait les RAI, c'était négatif. Ça veut dire que les ondes des immunoglobulines qu'on a injectées s'est dégradé. Donc, on est dans la bonne conduite. Vous êtes d'accord? Alors, quelle est votre conduite maintenant? Rappelez-vous de cette situation, on n'est plus là, on est là. C'est notre deuxième cas. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prévenir. Il faut éviter à ce que cette femme soit immunisée durant notre suivi. C'est la prophylaxie. Et c'est là où il faut faire plus attention, c'est là où il faut être plus vigilant. Qu'est-ce qu'il faut demander d'abord? C'est une femme qui est résiste négatif, qui n'a pas de RAI et qu'on doit protéger. On ne sait pas quelle est la nature de l'enfant. On demande en premier lieu le génotypage fœtal dans le sang maternel. Si le sang maternel nous montre que c'est un enfant qui est résiste négatif, que faut-il faire? 15 jours plus tard, recontrôler, refaire les RAI. Si les RAI restent négatifs, il ne faut rien faire. Maintenant, devant une situation où le fœtus est résiste positif. La femme n'est pas immunisée, il a été protégé, tout s'est bien passé. Alors, on est dans le résiste positif. À ce moment-là, il faut surveiller. Donc, dépister les situations à risque et faire une immunoprophylaxie. Alors là, je passe rapidement sur les situations à risque. Menace d'avortement, saignement, tout ce que vous voulez, ça vous savez mieux que moi maintenant. On sait qu'il y a des situations il y a risque de passage du sang du fœtus vers la maman, avec des pourcentages qui varient entre 1,5 à 2% pour l'avortement spontané. Lorsqu'on fait une IVG ou un avortement provoqué, c'est encore plus. Les grossesses molaires, il faut savoir que la grossesse molaire n'est pas immunisante, sauf s'il est embryonné, parce qu'il est mal vascularisé. D'autres gestes également qui sont à risque, là j'en passe, c'est pas ça le plus important. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de l'accouchement, le risque de sensibilisation peut aller jusqu'à 18%. Et ce risque augmente avec les manipulations, les manœuvres. Au cours d'une césarienne, le risque de passage d'une grande quantité de sang, de 30 millilitres de sang fœtal qui passe dans le sang maternel, ça peut aller jusqu'à 2,5%. Parce que plus la quantité de sang qui passe est importante, plus le risque d'immunisation est important. Alors vous allez me dire comment on peut savoir la quantité qui passe, comment on peut la doser. C'est très simple. Alors j'en passe, c'est toujours des situations immunisantes. Alors, pour éviter les risques, la femme qui est résiste négative, qui est RAI négative, contrôlée, il faut faire une immunoprophylaxie par l'injection des anti-D devant chaque situation à risque. C'est quoi les immunoglobulines qu'on donne? Ce sont des anticorps qui ont une durée de 3 semaines, qu'on prend à partir des donneurs vivants et qui permettent de camoufler l'antigène fœtal qui passe dans la circulation maternelle, ce qui empêche l'immunité primaire, mais ça n'empêche pas l'immunité secondaire. Donc à chaque fois, il faut refaire, qu'il n'y ait pas production d'anticorps durables, parce que quand on les anti-D, ça protège la situation et les 3 semaines qui suivent. C'est alors, quelle est l'efficacité de la prévention? Une femme résiste négative et qui fait une situation à risque, si on ne fait pas de prévention, 12 à 25% de femmes seraient immunisées. Si on fait l'injection d'anti-D devant chaque situation immunisante, il y a quand même 0,8 à 2,2% de femmes qui vont être immunisées. Alors, quelle est votre réflexion? Pourquoi on a injecté les anti-D alors qu'il y a une petite partie qui nous échappe? 8 à 22 pour 1000 femmes vont développer une immunisation malgré l'injection. D'après vous?
Non, bon, Est-ce que protéger, donc, parce qu'on ne sait pas où on est. Donc normalement, on doit protéger. on est à l'amphithéâtre de Rabat? Oui. Non, c'est parce que, rappelez-vous que je vous ai dit que l'immunisation est des doses dépendantes de sang qui passe de la circulation maternelle à la circulation fœtale. On fait que au milieu, on fait que la moitié, c'est-à-dire on fait que 200. Normalement, 200 fait l'unité. Par exemple, dans le... 200 n'existe plus dans le marché au Maroc, il n'y a que le 300 microgrammes qui circulent. Ça va répondre à votre question. Alors, quand on fait l'immunoprophylaxie ciblée, c'est-à-dire devant chaque situation à risque, il y a ce risque qui nous échappe, soit que la dose d'anti-D est insuffisante, soit que le risque n'a pas été identifié. Alors, des études, ils ont montré que, en l'absence de toute situation à risque, 75% de passage de sang de la circulation fœtale de la circulation maternelle et 25% il y a absence de risque. La grossesse, elle est nickel, ça s'est passé très bien et pourtant, une femme sur 4 va libérer du sang fœtal vers le sang maternel. Et cette quantité, elle est dans 4% des cas au premier trimestre, 12% dans le deuxième trimestre et 47% au troisième trimestre, lorsque le placenta grossit, devient fragile, etc. Et ces situations, la moitié, il y a plus de 30 millilitres de sang fœtal qui passe dans la circulation maternelle. Vous me dites comment on calcule cette quantité? Je reviens à la même question. Eh bien, c'est très simple. Ça s'appelle le test de Cléoer. Le test de Cléoer, c'est un test qui est très simple, qui calcule la quantité de sang fœtal qui passe dans la circulation maternelle. C'est quoi ce test de Cléoer? On prend du sang maternel, on fait une dilution d'anticorps salé, on passe par des solutions de préparation de laboratoire qui sont très simples, 5 minutes, 15 secondes, 1 minute, etc. Et on regarde. Qu'est-ce qu'on voit? On voit des globules rouges qui sont ternes et des globules rouges qui sont brillants. Rappelez-vous que l'hémoglobine du fœtus peut aller jusqu'à 19. Donc il est luisant, il est riche en oxygène. Et la femme, elle a des globules rouges qui sont un peu ternes, qui sont moins riches en oxygène. Et on fait le compte. Combien de globules rouges luisants parmi les globules rouges de la femme? Et voilà ce qu'on peut trouver. Comme exemple, si on a 2 hématies parmi 1000 hématies d'origine maternelle, ça veut dire qu'il y a un volume sur 500. D'accord? Un volume sur 500 volumes. Et si on considère que le volume de sang de la mère est de 5 litres, ça veut dire qu'on a 10 millilitres de sang fœtal qui est passé, parce que c'est proportionnel. 5 litres de sang maternel, ça veut dire 10 millilitres qui sont passés. Regardez, si on fait le compte et on trouve 4 hématies fœtales, on aura 20 millilitres qui sont passés dans la circulation maternelle. Si on trouve 6 hématies d'origine fœtale, ça veut dire qu'on a 30 millilitres. Et sur la base de ces calculs, si on a 10 millilitres, il faut une dose de 100 microgrammes. Si on a 20 millilitres, il faut une dose de 200, pardon, il est ici, c'est de 100 microgrammes. Et si on a 30 millilitres, on a une dose de 100 microgrammes. Et c'est sur la base de ces données, 100 fois 3, exactement. Sur la base de ces données qu'on a fabriqué la dose à 300 standards parce qu'on a pris le risque maximal. Mais ça peut être plus de 30 millilitres. C'est possible, mais c'est la moyenne. Alors, ça, c'est juste pour vous donner quelle quantité d'anti-D qu'il faut donner en fonction du volume de l'hémorragie fœtale. Et l'hémorragie fœtale, lorsqu'elle dépasse les 30 millilitres, il faut donner 600 gamma. Et lorsqu'on donne 600 gamma, il faut passer à la perfusion. Ce n'est plus la voie intramusculaire. Ça, c'est encore plus avancé. Alors, les recommandations pratiques, je suis presque à la fin, c'est les recommandations qu'il faut faire. Une femme rhésus négatif avec RAE positif, faire le joli toupage total qui nous a montré que le fœtus est rhésus positif, c'est pas négatif. On donne une immunoprophylaxie ciblée devant chaque situation. Ça, il n'en est pas question, il ne faut pas en discuter. Par contre, si il n'y a pas de situation à risque, il faut donner une immunoprophylaxie de 300 gamma à 28 semaines systématique. C'est le moment où il y a risque, plus de risque. Parce qu'à 28 semaines, on s'approche de l'accouchement et le placenta devient plus fragile, il y a risque de passage de sang
sans rendre compte, sans situation à risque. Donc, il faut automatiquement donner 300 gamma à 28 semaines. Alors, cette dose, lorsqu'on fait une prophylaxie au 3e trimestre, l'immunoprophylaxie, il faut faire devant toute nouvelle circonstance immunisante. Hémorragie, il faut donner l'anti-D. Placenta prévia-P7, donner l'anti-D. Traumatisme abdominal léger sans avortement sérieux, donner l'anti-D, etc. Et la dose la plus utilisée, 300 gamma. Alors, lorsqu'on a une situation à très grand risque, à ce moment-là, on peut avoir recours au test de Cléoer et en fonction de la quantité de sang estimé qui a traversé le placenta, on peut adapter la dose de l'anti-D. On peut donner 2 injections parfois jusqu'à 3. Le délai ne doit pas dépasser 72 heures. Ça, c'est très important parce qu'il faut les prendre à chaud. Alors, quand on fait une immunoprophylaxie ciblée, la prophylaxie au 1er et 2e trimestre devant chaque situation à risque, bien sûr, comme je viens de le dire. Lors de l'accouchement, il faut systématiquement prendre le prélèvement du sang du cordon. On confirme maintenant réellement qu'il est vraiment positif. Et à quelle dose on doit donner? Alors, c'est toujours la dose de 300 microgrammes qu'on donne chez toute femme qui vient d'accoucher. Et on a montré que de cette dose, elle est largement suffisante, elle couvre le maximum de situations. Le test de Cléoer n'est pas toujours recommandé à l'accouchement. Il suffit de faire une immunoprophylaxie à 28 semaines systématique et la refaire au moment de l'accouchement. Généralement, ça couvre la grande majorité des cas. Alors, pour résumer et pour conclure, la prévention doit être ciblée devant chaque situation entre le premier mois, entre la première semaine et 27 semaines. S'il n'y a pas de situation à risque, il n'y a pas d'immunoprophylaxie systématique. La systématique, on l'a fait entre 27 et 29 semaines. Lorsque il y a une situation à risque entre 29 semaines et l'accouchement, et ça dépasse les 15 jours ou les 3 semaines de la première injection systématique, on peut rajouter. Parce qu'il y a des situations à risque. S'il n'y a pas de situation à risque, on ne fait rien jusqu'à l'accouchement. Le test de Cléoer n'est pas toujours demandé, sauf devant les situations à risque, pour adapter la dose. Alors, là, normalement, ce qui est recommandé par les sociétés savantes, enfin par l'AS, c'est devant les situations à risque, on donne les 200 gamma. Or, 200 gamma n'est pas commercialisé au Maroc, ça existe en Europe, en France, etc. Mais ce qu'il faut retenir de ce tableau, entre 1 semaine et 27 semaines, toujours soyez vigilants et ciblez votre prophylaxie, 300 gamma. 27-29 semaines, 300 gamma automatique. Et à l'accouchement, refaites l'injection. Ceci, toujours, j'insiste sur le fait que l'enfant et les résus négatifs connus par le génotypage fœtal. Parce qu'autrement, si on fait ça du systématique sans le génotypage, on va faire beaucoup d'injections inutiles sur un enfant qui est résus négatif. Voilà, alors le cas dont je vous ai parlé tout à l'heure, le cas qui était résus négatif, on a fait notre prévention, etc. Ça, c'est le RAI qu'on a suivi. Et on a fait le génotypage fœtal, voilà la réponse. Il nous répond enfant résus négatif. Ça, c'est juste pour montrer le résultat du laboratoire. Et voilà, on a fait appliquer le schéma. Et c'est bon, maintenant, il marche très bien. Voilà, je vous remercie. Merci, cher professeur, pour